Deux chiffres s'entrechoquent. 3 milliards de dollars d'investissement pour une ceinture agrosolaire censée réveiller une terre que l'on disait perdue. En 2025, sous le soleil implacable du Sahel, le pari d'Ibrahim Traoré promet à la fois l'électricité et des récoltes là où, hier encore, il n'y avait que poussière. Mais comment un pays enclavé peut-il transformer la lumière en souveraineté et qu'est-ce que cela change concrètement pour la vie de millions de Burkinabés? Car si ce pari tient, il ne redessinera pas seulement une carte énergétique, mais tout un avenir. Le projet agro-solaire annoncé en 2025 ne se présente pas comme une simple innovation technique, mais comme une promesse de basculement collectif pour un pays longtemps contraint par la sécheresse et la dépendance énergétique. Son ambition centrale est claire: offrir au Burkina Faso la possibilité de maîtriser à la fois sa lumière et sa terre, deux leviers longtemps considérés comme des faiblesses structurelles. La véritable valeur de cette initiative réside dans un bénéfice précis: assurer une autonomie durable grâce à un système circulaire énergie, eau, agriculture. Cette mécanique, si elle se confirme, pourrait réduire les vulnérabilités qui pèsent sur les zones rurales, tout en permettant aux villes d'accéder à une énergie stable et moins coûteuse. Mais l'enjeu est plus vaste, car au cœur du Sahel, chaque saison perdue peut signifier des milliers de familles sans ressources, et chaque pénurie énergétique peut paralyser des régions entières. Le projet avance pourtant avec une question suspendue. Ce modèle peut-il réellement s'étendre ou restera-t-il une exception nationale? Cette tension ouvre un espace d'incertitude qui attire autant qu'il inquiète. Un point d'attention discret apparaît alors nécessaire pour comprendre la suite. Les premières images satellitaires publiées en 2025 dévoilent une surprise que personne n'attendait vraiment. Des taches vertes émergent là où les cartes montraient du sable. Et un chiffre frappe immédiatement les analystes: 4 millions d'acres déjà revitalisés, preuve que la mécanique agrosolaire fonctionne au-delà des projections initiales. Une révélation supplémentaire se dévoile, crée un basculement. Ce qui semblait un pari lointain commence à produire des résultats visibles, mesurables, presque déroutants par leur rapidité. Dans ce contexte, la vision portée par Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Le projet de ceinture agro-solaire, évalué à 3 milliards de dollars, ne naît pas d'un simple geste politique, mais d'une lecture minutieuse des contraintes du Sahel. Sécheresse chronique, absence d'infrastructures d'irrigation, dépendance au diesel importé et fragilité du tissu agricole. L'année 2025 marque un pivot car la combinaison entre énergie solaire et agriculture introduit une logique circulaire inédite. L'électricité alimente les pompes, l'eau régénère les sols nourrissent les populations. Cette dynamique s'installe alors même que le Burkina Faso est considéré comme un pays enclavé, limité par sa géographie et constamment exposé aux défis climatiques. Pourtant, les zones pilotes montrent un retournement spectaculaire. Les canaux d'irrigation sont visibles depuis l'espace, les rendements progressent, les villages adoptent le modèle et les premiers hubs énergétiques deviennent des points de rassemblement communautaire. Les observateurs internationaux, parfois sceptiques, constatent malgré eux que la trajectoire change. Les données publiées au fil des mois indiquent une hausse de 32% de la productivité agricole, tandis que les économies générées par la réduction des importations de diesel dépassant 180 millions de dollars par an. Ce n'est plus seulement un projet, c'est un système en train de redéfinir les règles du développement local. Le tableau général reste cependant traversé par une question ouverte. Si cette progression continue, jusqu'où le modèle peut-il aller et qui suivra la même voie dans la région? Une interrogation essentielle pour comprendre l'étape suivante.
Au cœur du dispositif, Ibrahim Traoré apparaît non pas comme un simple initiateur, mais comme le chef d'orchestre d'un système où chaque détail compte. Dans son entourage, ingénieurs, cartographes et agronomes décrivent la même scène: un dirigeant obsédé par les relevés horaires, les cartes thermiques et les rapports de rendement, qu'il consulte avec une précision quasi militaire. Cette approche méthodique donne un cadre clair à un projet qui, au départ, semblait trop ambitieux pour un pays du Sahel. Les premières zones pilotes révèlent rapidement l'impact de cette discipline. Dans un exemple concret, dans une localité proche de Kaya, les agriculteurs qui luttaient autrefois contre la sécheresse voient désormais des réservoirs remplis, des pompes fonctionner jour et nuit et des champs redevenir productifs. En quelques semaines, les récoltes couvrent à nouveau les besoins des familles. Dans un exemple concret, près de Bobo Dioulasso, un réseau de femmes organise des ateliers solaires et des chaînes de séchage. Leur autonomie financière change la dynamique sociale locale et attire même de jeunes urbains vers ces nouvelles opportunités rurales. Ces transformations rapides donnent une lecture différente du projet. Ce n'est plus seulement une innovation énergétique, mais un levier social qui réorganise les rôles, les priorités et les trajectoires individuelles. Les zones pilotes deviennent des vitrines, presque des laboratoires vivants où se testent les interactions entre énergie, agriculture et économie locale. Et la question, au fond, reste simple. Quand l'énergie change tout, que devient d'un territoire? Une interrogation brève mais essentielle pour comprendre la portée du modèle. L'année 2020. L'été 2025 commence avec un déclic brutal. Les premières stations solaires sortent du sol dans les zones les plus frappées par la sécheresse. Les équipes avancent vite. Les réservoirs se remplissent, l'eau revient. Cette séquence agit comme un marqueur. Elle impose un rythme. Elle annonce qu'un basculement est en cours. Sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, chaque installation devient un verrou qui saute, un obstacle qui recule, un signe que le modèle peut fonctionner en environnement extrême. Au moment déclencheur, les premiers hubs énergétiques se mettent en marche. Les pompes puisent sans interruption. Les villages voient l'inimaginable, des champs secs reverdir en quelques jours. Le Sahel ne réagit pas lentement, il surprend. La terre, que l'on disait cassée, absorbe l'eau et repart. Les agriculteurs comprennent immédiatement que quelque chose change. Les femmes aussi. Elles réorganisent les tâches. Elles protègent les premiers stocks. Elles installent les séchoirs. Elles attirent des jeunes de retour des villes. L'activité se densifie autour des stations solaires. Les villages s'étirent. Les nuits deviennent plus sûres. L'électricité stabilise les déplacements. Cette première phase crée un effet d'entraînement, dans une montée progressive de l'action. Les semaines suivantes sont rapides, trop rapides pour les observateurs. Les évaluations techniques confirment la validité du système. Les canaux d'irrigation se multiplient, ils deviennent visibles depuis l'espace. Les ingénieurs publient les premiers chiffres: 6000 mégawatts d'énergie propre utilisée localement avant toute exportation. Le pays respire, les batteries se stabilisent, les pertes diminuent, le diesel recule, les coûts plongent. Le gouvernement publie une autre série de données: 4 millions d'acres régénérés, 2 millions d'emplois créés. Ces chiffres installent un tournant. Ils obligent les analystes à réviser les scénarios initiaux. Le Burkina Faso apparaît soudain comme un cas d'école. Les premiers convois d'électricité quittent le pays. Direction: le Mali. Une première historique. La région observe. Le Sahel change de posture. Le pays enclavé devient fournisseur. Cette inversion marque la véritable dans une montée progressive de l'action dramatique du projet. Pendant ce temps, les tensions extérieures s'aiguisent. Les grandes institutions financières observent. Elles doutent, elles questionnent le modèle, elles craignent un précédent.
Mais les résultats s'accumulent, ils dérangent, ils obligent à regarder plus près, au point culminant du récit. La troisième phase débute par une annonce qui secoue le paysage régional. La baisse de 50% des importations de diesel, une économie sèche de 180 millions de dollars par an. Cette donnée déclenche un débat international. Comment un pays du Sahel, dépourvu d'accès maritime, parvient-il à se libérer de ce coût structurel? L'explication tient dans le triptyque énergie-eau-agriculture. Quand l'un fonctionne, les deux autres suivent. L'irrigation se stabilise, les récoltes montent, les stocks se renforcent, les échanges internes s'intensifient, le pays adopte une posture nouvelle. Produire d'abord, dépendre moins. Cette séquence atteint un point culminant lorsque le pays démontre qu'il peut exporter tout en maintenant ses besoins internes. Cette dualité, autonomie plus ouverture, crée une tension stratégique et une fascination dans l'onde qui a suivi. Après les premiers mois, les effets se ramifient. Ils touchent la santé. Les maladies hydriques reculent de 27% dans les régions pilotes grâce à la purification solaire. Ils touchent l'emploi. Plus de 70 000 femmes intègrent les chaînes de transformation. Ils touchent la formation. Les écoles rurales ouvrent le soir grâce à la lumière stable. Ces conséquences ne sont pas des accidents. Elles sont la preuve que la dynamique enclenchée par Ibrahim Traoré dépasse les infrastructures. Elle devient un mouvement social. Elle recompose la relation entre zones rurales et centres urbains. Le pays entre dans une nouvelle étape, consolider, étendre, tester les limites et surtout maintenir le rythme, car ce projet n'avance plus comme une promesse, il avance comme une force. La progression du projet agrosolaire s'observe d'abord dans une transition nette, du manque chronique d'énergie à une production de 6000 MW d'électricité propre. Cette hausse traduit d'un delta saisissant pour un pays longtemps dépendant du diesel importé. Ces 6000 MW stabilisés dès les premières phases ne sont pas qu'un indicateur technique. Ils démontrent que le système photovoltaïque peut supporter une demande nationale croissante tout en assurant une réserve exportable. Cette donnée représente l'ossature énergétique d'un modèle qui vise l'autonomie. Le deuxième ensemble de preuves concerne la transformation physique des terres. Le projet annonce 4 millions d'acres régénérés, un chiffre dont l'ampleur dépasse les standards régionaux. Derrière ce volume, les ingénieurs expliquent une mécanique simple. L'eau pompée par les stations solaires réactive des sols considérés perdus depuis des décennies. Ce chiffre montre la vitesse inhabituelle de reconstitution des terres arides. Les rendements agricoles en hausse de 32% confirment l'impact direct de ces surfaces revitalisées sur la sécurité alimentaire. La troisième mesure quantifiable touche directement l'économie nationale. La réduction de 50% des importations de diesel, équivalent à environ 180 millions de dollars économisés par an, constitue l'un des marqueurs les plus déterminants de la viabilité du modèle. Cet allègement financier donne au pays une marge budgétaire inédite utilisée pour soutenir des infrastructures locales. Ce montant libéré garantit une respiration économique indispensable pour un État à faible revenu. À partir de ces trois blocs chiffrés, la dynamique générale apparaît clairement. Le projet ne repose pas sur des annonces politiques, mais sur une accumulation de preuves matérielles. Ce que conçoit Ibrahim Traoré, ce n'est pas une simple installation solaire, mais un système circulaire où chaque donnée renforce l'autre. L'énergie compense la fragilité hydraulique. L'eau relance la terre soutient l'économie. L'économie finance l'extension du modèle. L'impact social fournit un prolongement direct de ces mesures. Les chiffres ne sont pas seulement techniques, ils transforment les comportements. Les femmes intégrées dans les chaînes de séchage deviennent des actrices économiques majeures.
Les jeunes trouvent du travail dans les hubs d'assemblage. Les villages, autrefois isolés, retrouvent un tissu coopératif où l'activité économique ne dépend plus uniquement des saisons. À cela s'ajoute un élément rarement quantifié mais pourtant central, la confiance. Les communautés rurales, qui avaient perdu espoir face aux sécheresses répétées, voient émerger un modèle dont elles deviennent les gardiennes. Les écoles ouvertes en soirée ne sont pas de simples anecdotes. Elles témoignent d'un changement profond dans la gestion du temps, du travail et des perspectives familiales. Les données ne sont donc pas seulement des preuves, elles dessinent une trajectoire où l'autonomie énergétique sert de levier à l'autonomie alimentaire puis sociale. Et cette cohérence systémique valide le pari initial, qu'un pays du Sahel, en mobilisant ses ressources internes, peut renverser ses vulnérabilités structurelles sans céder à la dépendance extérieure. Deux critiques majeures structurent le débat autour du modèle agrosolaire. Elles ne viennent pas d'opposants idéologiques, mais d'analystes qui observent le projet sous l'angle économique et technologique. Leur objectif n'est pas de démolir l'initiative, mais d'en tester la solidité réelle, loin de l'enthousiasme médiatique. Premier argument, la fragilité du financement local. Pour plusieurs économistes occidentaux, un pays à revenus limités ne peut bâtir un système d'indépendance énergétique et alimentaire sans recourir à des prêts internationaux. Ils estiment que la mise en place d'infrastructures solaires, de batteries et de réseaux agricoles massifs exige une stabilité budgétaire que le Burkina Faso ne possède pas. Selon eux, un choc externe, sécheresse extrême, hausse du prix des équipements importés, tensions régionales, pourraient déséquilibrer un modèle trop dépendant de ressources internes. Cette vision repose sur une logique classique. Plus le modèle est ambitieux, plus il doit être adossé à des garanties financières internationales. Deuxième argument, la dépendance technologique. Certains critiques jugent que l'autonomie proclamée reste partielle. Ils rappellent que les panneaux solaires, les batteries et certaines pièces stratégiques proviennent encore de l'extérieur. Ils avancent qu'une expansion rapide pourrait provoquer des ruptures logistiques, augmenter les coûts et réduire la fiabilité du réseau. Leur inquiétude principale, une technologie importée peut être un point faible si les partenariats totalement se tendent ou si l'approvisionnement ralentit. Selon eux, la souveraineté n'est jamais totale quand l'outil productif dépend d'équipements étrangers. Ces deux thèses méritent d'être examinées, mais les données issues du terrain leur opposent une dynamique concrète. Le pays a déjà réduit 40% des importations d'équipements solaires grâce à 3 usines d'assemblage et une fabrique de batteries installée localement. Cette industrialisation progressive n'efface pas la dépendance initiale, mais elle la contracte. Elle crée une résilience que les scénarios critiques n'avaient pas anticipée. Et sur le volet financier, les résultats internes parlent d'eux-mêmes. La réduction de 50% des importations de diesel, l'économie annuelle de 180 millions de dollars et les 2 millions d'emplois créés constituent une base structurelle qui soutient le modèle sans recourir à des financements conditionnés. La critique demeure utile car elle éclaire les risques, mais les preuves actuelles montrent un système qui se renforce en avançant, un modèle hybride où les vulnérabilités initiales deviennent des leviers d'innovation. La bascule arrive vite. Au milieu de l'année 2020-25, une révélation inattendue s'impose. Les premiers hubs solaires, désormais pleinement opérationnels, commencent à produire plus que ce que les villages peuvent consommer. Cette inversion, presque contre-intuitive, bouleverse les prévisions des ingénieurs. On ne parle plus simplement d'autonomie locale, mais d'un excédent structurel qui permet d'alimenter les stations voisines. C'est à ce moment que la stratégie d'Ibrahim Traoré change d'échelle. Le projet n'est plus limité à l'irrigation et à l'électricité domestique.
il devient un réseau interconnecté capable de stabiliser plusieurs zones rurales en même temps. Les communautés, autrefois isolées, s'organisent autour de ces pôles énergétiques. Les femmes, déjà actrices essentielles des chaînes de séchage, deviennent aussi gestionnaires des stocks et des infrastructures de transformation. Le paysage se modifie. Les déplacements nocturnes deviennent plus sûrs, les écoles ouvrent après le coucher du soleil, les marchés locaux s'étendent grâce à l'électricité continue. Et surtout, là, dans une montée progressive de l'action en puissance de ces mini-réseaux, montre qu'un pays du Sahel peut non seulement compenser ses fragilités, mais en faire des points d'appui. À ce stade du récit, révèle une vérité simple. Quand un territoire produit plus que ce qu'il consomme, il change de rôle. Les premiers mois de mise en œuvre dévoilent une transformation qui dépasse largement l'ambition initiale d'un simple projet énergétique. Les résultats déjà visibles confirment que la dynamique agro-solaire agit simultanément sur plusieurs couches de la société burkinabé. Porté par l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce modèle circulaire commence à modifier les équilibres nationaux, économiques, sociaux et régionaux, créant un effet en cascade rarement observé dans un pays du Sahel. À l'échelle du pays, l'indépendance énergétique cesse d'être une aspiration théorique pour devenir une trajectoire mesurable. Les 6 000 TWh d'électricité propre produits dans les premiers mois stabilisent les usages domestiques et institutionnels, réduisant les coupures récurrentes qui handicapaient les administrations. La baisse de 50% des importations de diesel renforce la souveraineté nationale et libère un espace budgétaire inédit. Cette autonomisation progressive repositionne le Burkina Faso comme un État capable de définir son propre rythme de développement. L'économie absorbe l'impact du projet avec une intensité remarquable. Les 180 millions de dollars économisés par an deviennent un levier financier pour soutenir les infrastructures internes, sans dépendre d'aides conditionnées. Les 2 millions d'emplois créés structurent un marché du travail qui jusque-là reposait principalement sur l'informel. Les réseaux de transformation agricole, alimentés par l'énergie solaire, redonnent de la valeur ajoutée aux territoires les plus éloignés. Le pays découvre une boucle économique où la production interne ne s'évapore plus vers l'extérieur, mais renforce la stabilité interne. Les effets sur la population sont immédiats et tangibles. Plus de 70 000 femmes intègrent les chaînes de séchage, d'assemblage et de conditionnement, consolidant un pouvoir économique souvent fragile dans les zones rurales. Cette autonomisation féminine modifie la dynamique démographique. Les jeunes, autrefois attirés par les villes, reviennent vers les villages, attirés par des emplois stables. La réduction de 27% des maladies hydriques dans certaines zones témoigne d'un bénéfice sanitaire direct grâce à la purification solaire. Ce volet social constitue l'un des piliers les plus durables du modèle. Le projet dépasse rapidement les frontières nationales. Les premières exportations d'électricité vers le Mali montrent qu'un pays enclavé peut devenir fournisseur régional. Cette inversion crée un choc politique dans le Sahel. Un État longtemps dépendant devient un acteur stratégique. Les observateurs internationaux, surpris, reconsidèrent la position du Burkina Faso dans les futurs corridors énergétiques de l'Afrique de l'Ouest. Le modèle agro-solaire se transforme progressivement en référence pour d'autres nations limitrophes qui voient dans cette approche une alternative réaliste aux modèles importés. Ces quatre dynamiques convergent vers un même constat. Le projet n'est pas un simple programme d'infrastructure, mais un changement de structure nationale. À mesure que les données s'accumulent, elles montrent qu'un pays peut renaître lorsqu'il aligne énergie, eau et agriculture dans une même logique. Et c'est précisément cette cohérence que la vision d'Ibrahim Traoré met en mouvement. Les 6
à 12 prochains mois ouvriront une période décisive pour la ceinture agrosolaire, car le pays entre dans une phase où les infrastructures principales sont déjà opérationnelles, mais où leur stabilité dépendra de plusieurs variables: climat, logistique, tensions régionales et capacité institutionnelle à maintenir le rythme initial. À partir des données recueillies durant les premiers 100 mois, trois trajectoires plausibles émergent, chacune reposant sur des évolutions déjà observées sur le terrain. Dans ce scénario, le Burkina Faso poursuit sa croissance sans accélération excessive. Les rendements agricoles, déjà en hausse de 32%, continuent de progresser, mais à un rythme plus modéré. L'objectif principal devient la maintenance. Stabiliser les hubs solaires, renforcer les équipes locales et éviter que la logistique ne sature. À l'échelle régionale, l'exportation d'électricité vers le Mali se poursuit, soutenant une intégration progressive sans risque de surchauffe. Ce scénario construit une fondation solide capable d'être reproduite dans d'autres zones du Sahel. Ici, la dynamique du projet gagne une envergure plus large. Les investissements privés, notamment africains, arrivent en soutien aux pôles liés au solaire et à la transformation agricole. Les interconnexions énergétiques s'étendent vers la Côte d'Ivoire et le Ghana, créant une véritable dorsale énergétique régionale. Les rendements agricoles dépassent les prévisions et renforcent l'image du Burkina Faso comme laboratoire panafricain de souveraineté circulaire. Ce scénario positionne le pays comme moteur d'un modèle exportable, attirant ingénieurs, chercheurs et partenaires du continent. Dans cette version, le succès rapide du projet attire des tensions internationales plus fortes. Certaines institutions financières et partenaires étrangers pourraient exercer des pressions politiques ou commerciales. Les chaînes, les chaînes d'approvisionnement en batteries ou pièces solaires peuvent ralentir, fragilisant la maintenance du réseau. Des cyberattaques ou restrictions pourraient perturber les infrastructures. Pourtant, même dans ce contexte, le pays resterait résilient. Les économies internes et les communautés locales déjà formées permettent au réseau de fonctionner malgré les secousses. À travers ces trois trajectoires, une conclusion s'impose. Le modèle survivra si le pays pense en termes de systèmes interdépendants plutôt qu'en infrastructures isolées. Autrement dit, l'enjeu n'est pas de tout prédire, mais de renforcer les liens entre énergie, eau et agriculture, car c'est cette cohérence qui protège le projet dans tous les scénarios. Les transformations en cours au Burkina Faso ne racontent pas seulement l'histoire d'un pays, elles éclairent, de manière inattendue, ce que signifie vivre dans un monde où l'énergie, l'eau et la terre deviennent des enjeux quotidiens. Pour un lecteur extérieur, cette expérience agit comme un miroir. Elle révèle la manière dont une société peut se réorganiser lorsque ses ressources fondamentales sont réhabilitées. Pour les habitants de régions exposées à la sécheresse ou à l'irrégularité des pluies, l'exemple burkinabé ouvre une perspective concrète. Un modèle circulaire peut réduire la vulnérabilité environnementale. Voir des terres arides redevenir fertiles montre qu'il est possible de réinventer l'agriculture sans attendre des solutions externes. Dans de nombreux pays, la migration intérieure est une conséquence directe du manque d'emplois ruraux. Ce qui se passe dans les villages burkinabés démontre qu'une économie locale peut renaître dès que les infrastructures de base, énergie et eau, sont stabilisées. Les jeunes peuvent y lire une leçon simple. La prospérité n'est pas toujours liée aux centres urbains. L'intégration de dizaines de milliers de femmes dans les chaînes de séchage, d'assemblage et de transformation offre un modèle inspirant. Leur rôle structurant montre qu'une économie peut se renforcer à partir de segments longtemps sous-estimés. Leur exemple rappelle que l'autonomie collective naît souvent d'une autonomisation individuelle. Pour le lecteur, deux petites pistes peuvent pas prolonger cette étude. Observer comment son propre territoire utilise l'énergie et identifier un espace
même minime, ou une action locale pourrait renforcer la résilience collective. Ces gestes paraissent modestes, mais ils transforment lentement les environnements. À ce stade du projet, l'enjeu n'est plus de prouver que le modèle fonctionne, mais de garantir sa pérennité. Pour Ibrahim Traoré, cette phase nécessite une stratégie structurée, capable de maintenir l'élan, tout en évitant la fragilité des expansions trop rapides. Une feuille de route claire émerge articulée autour de 4 axes précis qui s'enracinent directement dans les dynamiques observées au Burkina Faso. Qui? Les équipes locales formées autour des stations solaires. Que faire? Installer un hub autonome dans chaque village dépassant d'un seuil démographique donné. Quand? Progressivement, à mesure que les zones pilotes deviennent stables. Mesure, nombre de hubs fonctionnels et régularité de l'approvisionnement. Cette étape renforce la base du modèle, une énergie distribuée de manière décentralisée. Qui? Les usines d'assemblage et les chaînes de batteries déjà mises en place. Que faire? Accroître la production d'équipements solaires pour réduire davantage les importations. Mesure, part d'équipements produisent localement par rapport aux besoins nationaux. Cette démarche soutient la résilience technique et limite la dépendance extérieure. Qui? Universités rurales et instituts agroénergétiques. Que faire? Développer des semences optimisées pour l'irrigation solaire et adapter les pratiques locales. Mesure, rendements agricoles dans les zones test. Cette étape crée un lien direct entre savoir scientifique et besoins du terrain. Qui? Le Burkina Faso et ses partenaires immédiats. Que faire? Harmoniser la logistique pour faciliter le transport des surplus énergétiques et agricoles. Mesure, volume échangé dans les corridors transfrontaliers. En réunissant ces 4 leviers, le modèle s'ancre davantage dans la stabilité. Et la vision portée par Ibrahim Traoré devient alors non seulement durable, mais reproductible. Dans les villages où les premiers hubs solaires ont changé le rythme des journées, un motif revient sans cesse, celui des femmes qui, dès l'aube, activent dans les chaînes de séchage comme si chaque geste repoussait un peu plus la frontière de la précarité. Ce motif, apparu dans les premiers mois du projet, illustre mieux que tout autre la transformation vécue sur le terrain. Il rappelle que la lumière ne se limite pas à éclairer, elle permet aussi de reprendre possession du temps, du travail et des espoirs. C'est dans cette réalité quotidienne que la vision d'Ibrahim Traoré trouve son poids le plus concret. Loin des chiffres et des discours, ce sont ces scènes de vie. Une pompe qui tourne, un champ qui reverdit, une femme qui sécurise ses stocks, qui incarne la portée humaine du modèle agro-solaire. Elles donnent une direction, un souffle, une continuité que les indicateurs seuls ne peuvent traduire. En revenant sur ces images, on comprend que ce projet n'a jamais été uniquement technique. Il a toujours porté l'ambition silencieuse de redonner de la dignité à ceux qui n'avaient plus de marge. Et cette dignité se lit autant dans les récoltes que dans les gestes simples de ces femmes devenues gardiennes de la lumière. La lumière peut tout renverser. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse la réussite d'un projet énergétique. C'est une redéfinition de ce que signifie se tenir debout face aux contraintes, qu'elles soient climatiques, économiques ou sociales. La lumière, devenue outil quotidien, agit ici comme un symbole de réappropriation collective. Elle éclaire des villages qui autrefois se couchaient avec le soleil et révèle le pouvoir qu'une communauté peut exercer lorsqu'elle décide de construire son propre avenir. Dans bien des régions du monde, des initiatives locales attendent encore l'impulsion capable de les transformer en dynamique durable. Et si cette expérience du Sahel rappelait que les changements majeurs commandent souvent par un geste simple, choisir d'utiliser ce que l'on possède déjà pour créer quelque chose de plus grand, la question demeure ouverte volontairement. Quelles ressources dans votre propre environnement pourraient devenir le point de départ d'un changement collectif?